la colère paysanne qui continue de sourdre, alors que le salon de l'agriculture se poursuit avec son défilé incessant d'hommes et de femmes politiques, puisque évidemment ils sont en campagne pour les élections européennes. Vous avez été choqué, je crois, de la façon dont les agriculteurs ont été traités depuis le début de leur révolte, de leur colère, il y a quelques semaines. Oui, parce que la paysannerie, je dirais, c'est la France sans Paris. C'est-à-dire, non pas la France des territoires, comme on dit dans un mot qui m'effraie. Le territoire, c'est quand même un mot d'éthologue. Les éthologues s'occupent des animaux en disant, voilà, le mâle dominant, il a un territoire. Et puis, il met de l'urine, des matières fécales, il dit, c'est chez moi, c'est mon territoire. Et quiconque va passer dans ce territoire va montrer que soit il m'obéit, soit on va se battre, etc. Je n'aime pas ce mot territoire. C'est vraiment, ce sont les provinces qui sont en jeu et qui disent ça suffit, ça commence à bien faire, on ne peut plus. Et comme ils ont de la dignité, le sens du travail, qu'ils sont virgiliens, c'est-à-dire dans l'esprit de Virgile, qui lui racontait le paysan à l'époque romaine et qui nous disait, voilà, il regarde le ciel, la nature, il comprend, il est en phase directe avec la terre, avec l'eau, avec la pluie, avec la lumière, avec le soleil, etc. Et ce paysan, on nous dit, laissez-les dans leur coin. Il y a une espèce de vieux logiciel gauchiste qui suppose que la révolution, elle se fait par l'avant-garde éclairée de la classe ouvrière. C'est-à-dire les ouvriers des usines syndicalisés, sous-entendu marxistes. Pendant que les paysans, eux, sont des conservateurs, des réactionnaires, sont des gens qui sont toujours opposés à la révolution, etc. Ce sont des gens de bon sens qui, à un moment donné, disent ça commence à bien faire. Un peu comme avec les Gilets jaunes, souvenez-vous de Jacqueline Moreau, qui d'un seul coup, pique une petite crise en se disant mais enfin, c'est pas possible. Écoutez, avec des choses de bon sens, du genre c'est bientôt Noël, on va pas pouvoir, c'était en novembre, souvenez-vous, on va pas pouvoir acheter des cadeaux à nos enfants. Là, les paysans ils disent mais on va pas pouvoir survivre, on va pas pouvoir vivre, on a des compagnons et des copains qui sont endettés, on a des agriculteurs tous les jours qui se pendent, qui se suicident, ça n'est plus possible, si vous vouliez bien nous écouter, ce serait bien quand même. Et il y a une façon de dire, on va vous embobiner, comme les autres, ça marche très bien, le discours, le blabla, la parole, ça ne marche pas chez ces gens-là. Ça marche pas. On va écouter justement un extrait d'un dialogue saisissant entre un agriculteur et le président Macron. Ça s'est passé au Salon de l'Agriculture le jour de l'inauguration. Et ce sont vraiment deux mondes qui sont face à face. Écoutez. Si on s'était rencontrés 2 heures plus tôt, on n'en serait même pas là. Mais quoi 2 heures plus tôt? Moi j'ai rencontré l'intersyndicale, pardon. Là je vous rencontre, parce que moi j'ai rencontré l'intersyndicale. En bas, il y a eu des violences, c'est le bordel, il y a des trucs qui ont été détruits. On attend, on tourne en rond pendant 2 heures. Mais non, mais en bas, moi je veux bien parler à tout le monde, simplement tout le monde siffle. Attends, je suis pas en train de dire que vous faites de la gratte, c'est la France qui bosse. Mais on va aussi arrêter tous collectivement de dire que l'agriculture est foutue. Parce que sinon, c'est pas la peine d'aller chercher des jeunes. Si le discours ambiant, c'est de dire l'agriculture est foutue et il faut que des aides de trésor, il n'y a pas la peine de faire une loi d'orientation, il n'y a pas la peine de s'emmerder. On ferme tout de suite le magasin. Il y a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours en France. Et des jeunes. Donc il faut aller très vite. On a besoin de respirer dans nos exploitations. Il nous faut de la trésorerie rapidement. Je veux parler du suicide. Vous savez, nous on travaille à peu près 100 heures par semaine. Moi ça fait 3 ans que je travaille 100 heures par semaine, que je ne sors pas un revenu. C'est ma femme qui me fait vivre. Au mois d'août, j'ai failli passer à l'acte. J'ai un gamin de 15 ans et une gamine de 10 ans. Vous croyez que ça me fait plaisir de monter au salon? C'est mon père qui a 72 ans qui s'occupe de la ferme. Voilà pour ces échanges entre les agriculteurs et Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça dit pour vous de l'état du monde paysan face à notre pouvoir exécutif? D'abord, j'ai été choqué de la façon qu'a le président de la République de s'adresser aux paysans. C'est d'une grossièreté, d'une vulgarité, avec des gros mots en permanence, un tutoiement dans ces scènes-là. On le voit tutoyer les gens. Mais est-ce qu'il parle comme ça au patron des GAFAM quand il les reçoit? Est-ce qu'il leur fait des colères comme ça en disant emmerdé? Est-ce qu'il parle de négo? La condescendance pour vous? C'est du mépris. C'est même pas de la condescendance. C'est j'arrive, je suis en bras de chemise, j'ai demandé un ring. On a parlé à une époque d'un ring. Hein, et puis ils viennent et je me les prends tous les uns après les autres. Puis je leur parle et puis je leur dis vous êtes comme ça, etc. Il fait des signes déjà. On parle pas comme ça. J'ai souvent parlé des 2 corps du roi de Kantorowicz qui nous dit qu'un roi, c'est effectivement une personne privée, puis c'est aussi quelqu'un qui est investi de la souveraineté nationale et populaire, théoriquement. C'est-à-dire, normalement, on pèse, on a le poids de la souveraineté sur soi-même. Et le roi personnel, il peut être grossier, il peut être vulgaire, il peut dire négo à la place de négociation, il peut... j'ai pas fait un bilan de tout ce qu'il a raconté, mais enfin, tout le monde a pu entendre utiliser des gros mots, des grossièretés. Mais quelle image donne-t-il de la France? Quelle image donne-t-il de la fonction
injonction. Quelle image donne-t-il également de la relation qu'il entretient avec les paysans? C'est une espèce de sachant, un instituteur qui donne des leçons en disant « je vous méprise, je vous déteste, vous êtes nuls, je vous maltraite, je vous parle mal et en même temps vous n'avez rien compris, moi je sais ». Je trouve ça inadmissible, quoi. Puis c'est pas ici que la politique se fait, c'est pas devant des caméras, c'est-à-dire qu'on rencontre des gens, on discute véritablement. Maintenant, le vrai non-dit de cette affaire, qu'est-ce que c'est, Michel Onfray? C'est effectivement la question européenne. C'est ça qui sous-tend toute cette colère des agriculteurs dans toute l'Europe, en réalité. Bien sûr, ils le savent bien, ça a été beaucoup dit, et c'est tant mieux. Ils vivent CNews qui a rendu possible la visibilité de ce qu'était vraiment l'Europe, enfin. C'est-à-dire quand on a... En 92, moi j'étais contre le Maastricht à l'époque, et c'était deux civilisations qui s'opposaient, mais deux images, ça n'existait pas encore. Aujourd'hui, ce ne sont plus deux images, ce sont deux réalités. C'est-à-dire maintenant, les Maastrichtiens, ils sont au pouvoir depuis 1992, ils ont fait cette France-là. Les paysans ne font pas des grandes théories, ils vous disent juste, nous, on nous dit, vous allez produire des poulets, vous n'avez pas le droit de les produire n'importe comment, vous n'avez pas le droit de ne pas tenir compte du bien-être animal, et puis en même temps, d'autres qui ne sont même pas européens, des Ukrainiens, on a l'impression que la France fait plus la politique de l'Ukraine que de la France aujourd'hui, des poulets ukrainiens qui ont été quasiment nourris à la dioxine et qui ont été congelés pendant 3 ans vont arriver sur le marché. Il est bien évident que quand les grandes surfaces vont les acheter, ils vont plutôt acheter ces produits-là pas très chers, et les produits des paysans français ne seront pas achetés. D'où la misère, d'où la pauvreté. L'Europe, c'est ça. Évidemment, c'est la chose à ne pas dire. Si vous expliquez... Le projet de l'Europe, c'est industrialiser la paysannerie pour vous, Michel Onfray? Oui, je pense qu'on ne fait pas assez de perspectives de longue vue, de longue vision, en disant mais il y a un projet de société dans l'Europe de Maastricht, c'est évident, un projet d'homme, il y a un homme nouveau, il y a un homme déconstruit. Ce que veut Sandrine Rousseau, c'est un homme déconstruit. Ce que veut l'Europe, c'est une Europe post-nationale. C'est une Europe aussi post-chrétienne. On commence à voir toutes ces obsessions sur la question de l'avortement, du mariage homosexuel, de la gestation pour autrui, etc. Ce sont les premières lois antichrétiennes. Je ne dis rien de ces lois, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler un jour, mais juste dire, avançons, cette vieille société, cette vieille civilisation, elle est morte. Les vieux paysans à l'ancienne, comme mon père qui était ouvrier agricole, par exemple, je le dis beaucoup, tout ça c'est fini. Oui. Tout ça c'est fini. Il va falloir aller vers une industrialisation de l'alimentation. C'est-à-dire que vous êtes évidemment contre les mauvais traitements infligés aux animaux, vous êtes soucieux du bien-être animal, tout le monde évidemment est d'accord, qui plus est les jeunes aujourd'hui. Et on fait voir des images d'animaux en batterie, on se dit oh là là c'est terrible, etc. On dit mais aujourd'hui on peut cultiver en laboratoire de la viande cellulaire. On peut, à partir de prélèvements de cellules, fabriquer un beefsteak qui n'aura jamais vu d'animal. Vous avez de la viande de bête sans bête. Et on va vous fabriquer une tumeur, hein, c'est ça, c'est véritablement ça, la viande tumorale qu'on nous propose là. Et on industrialise l'alimentation. Plus besoin de paysans, plus besoin de vaches qui ne vont pas souffrir, qui ne vont pas émettre de gaz dans l'atmosphère, qui ne vont pas boire de l'eau qui va être problématique parce que les nappes phréatiques sont vides, etc. On dit, vous avez vu, la solution, c'est ça. Maintenant, évidemment, quand vous avez des centrifugeuses, quand vous avez de l'informatique, etc., ça coûte très cher de fabriquer cette viande-là. Et c'est extrêmement polluant. Mais ça les gêne pas, les écologistes, puisque ça économise la souffrance animale. Et on nous dit, après ça, l'alimentation sera entre les mains de quelques industriels qui, de manière planétaire, vont vous obliger à manger ça plutôt qu'autre chose. Donc, globalement, on ne le dit pas, mais il faut euthanasier la paysannerie française. Ça va prendre du temps, mais c'est le projet d'un Emmanuel Macron qui, bien sûr, ne peut pas le dire, et de tous les Maastrichtiens qui, bien sûr, ne vont pas le dire non plus. Alors, il y a aussi une autre question, c'est est-ce que les Français, Michel Onfray, sont prêts à payer plus cher pour leur alimentation? Et est-ce qu'ils peuvent, tout simplement, payer plus cher? Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas l'inflation, en réalité, qui guide leur choix alimentaire? Mais bien sûr, c'est-à-dire on pourrait même imaginer un système d'étiquetage en disant voilà, ça c'est français, ça c'est européen et ça c'est mondial par exemple. Et je vous assure qu'avec les contraintes qui sont imposées aux paysans, ce qui serait français serait beaucoup plus coûteux que ce qui serait mondial. Maintenant évidemment il y aurait probablement un meilleur produit français s'il était fabriqué comme les paysans savent le faire, plutôt que des produits industriels qui sont fabriqués, la viande en Argentine, je ne sais pas quoi, les escargots en Roumanie, enfin, tout ce qu'on voudra. Donc on sait bien que de toute façon, quand les gens font leur commission, il y a des gens qui, quand ils font les courses, prennent ce qu'ils ont envie de manger. Ah tiens, ça me plaît bien, ça, etc. Moi, je peux me le permettre, parce que mon pouvoir d'achat me le permet. Mais pour beaucoup de gens, je regarde le prix d'abord. Je ne peux pas, je repose. Et vous avez des gens qui, aujourd'hui, n'achètent pas un certain nombre d'aliments parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Donc, évidemment, le bio, c'est formidable, c'est très bon à manger, mais c'est très cher. Ou des produits de qualité, c'est très cher. Il vaut mieux des mauvais poissons fabriqués, je ne vais pas donner de marque, mais enfin des poissons rectangulaires avec de la panure, plutôt que d'avoir un bar de ligne pêché par un pêcheur. Ceci dit, ces temps-ci, on nous fait savoir qu'il vaut mieux un dauphin qu'un pêcheur. On nous a fait savoir que, pour préserver quelques dauphins de la pêche, il valait mieux mettre à quai des propriétaires de bateaux qui sont ultra endettés et qui disent « mais nous, on a notre dignité. On ne veut pas être des assistés, on ne veut pas un chèque, on veut juste travailler et être payé de notre propre travail. » Mais il faut en finir avec les pêcheurs comme il faut en finir avec la paysannerie.